Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est l'heure de vos rendez-vous économiques du dimanche, comme d'habitude, avec Monsieur Thomas Binet. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Comment une entreprise née sous le Second Empire peut-elle traverser près de 170 ans d'histoire sans perdre son identité? On va parler de Cassegrain, l'art de se réinventer sans renier ses racines. Et nous parlerons aussi d'un nom qui ne laisse personne indifférent. Nous sommes avec Louis Tapie, entrepreneur et cofondateur de Speak Elite. Peut-on construire son propre destin quand on porte un nom aussi célèbre que celui de Bernard Tapie? Et puis avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant pour Oser entreprendre, nous nous intéresserons à une compétence devenue indispensable, l'éloquence, ce qui d'ailleurs fera un bon prolongement avec l'activité de notre invité. Avoir une bonne idée suffit-elle encore ou faut-il aujourd'hui savoir convaincre, embarquer et inspirer pour réussir? Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Pour commencer, Thomas, vous voulez nous parler d'une marque qui a su transformer un simple moment de repas en véritable plaisir quotidien. Et cette marque, c'est Cassegrain. Exactement, Maxime. Cassegrain, c'est une histoire qui remonte à 1856 à Nantes, à seulement 25 ans. Charles Cassegrain, charcutier de formation, crée son entreprise de conserve alimentaire. Il profite alors d'une innovation révolutionnaire de l'époque, l'apertisation, technique permettant de conserver les aliments pendant de longues périodes. Et il se met à fabriquer ses premières conserves de légumes en bocaux en verre. Puis au fil des décennies, la marque ne cesse d'innover, de s'étendre et de se spécialiser dans la conserve de légumes. Puis, quand même, trait de génie, elle marque les esprits avec un symbole très particulier. Oui, dans les années 70, Maxime, elle choisit une mascotte, le fameux lapin blanc, un symbole de pureté, de nature et de fraîcheur, un clin d'œil au végétal, au potager. Ce lapin devient même une star en costume et lunettes noires à la fin des années 80. Puis on arrive en 1989 et Cassegrain change de main avec l'arrivée de Bonduelle au capital. Absolument, et Bonduelle ne fait qu'une bouchée de son principal concurrent français Cassegrain, et cette dernière est devenue au fil des années la marque haut de gamme du groupe, tandis que Bonduelle, pour sa part, occupe davantage le segment grand public. Et c'est là qu'on se rend compte que la marque a d'autres ambitions, parce qu'elle ne s'arrête pas là. Oui, elle a constamment élargi son offre en 170 ans d'existence. Légumes cuisinés à la provençale, concassés pour l'apéritif, recettes sucrées salées originales, jusqu'aux produits pensés pour les jeunes urbains et les flexitariens d'aujourd'hui. Donc c'est un mélange parfait entre le respect de la tradition et la volonté d'incarner quand même une forme de modernité. Exactement, Maxime. Cassegrain, c'est l'exemple type d'une entreprise familiale fondée sous le Second Empire qui a traversé 3 siècles, plusieurs guerres, les révolutions industrielles et alimentaires avant de devenir l'une des marques patrimoniales les plus connues et respectées de l'agroalimentaire français. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes pour ce premier rendez-vous économique avec Louis Tapie, entrepreneur et cofondateur de Speak Elite. Bonjour Louis Tapie. Bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir. Quand on porte le nom de Tapie, à quel moment qu'on comprend que ce nom n'est pas tout à fait un nom comme les autres? Écoutez, cette conclusion, je l'ai tirée très rapidement, quand j'étais très jeune. Oui. À l'école Sainte-Clotilde où j'étudiais, déjà je voyais que le regard des autres était un petit peu différent à mon égard, surtout le regard des parents, pour être très honnête. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours porté fièrement, ce nom, et j'en suis toujours très très fier, et ça m'a toujours beaucoup motivé et inspiré. Alors on va en parler dans un instant. Vous êtes le petit-fils de Bernard Tapie, le fils de Laurent Tapie, qui dirige aujourd'hui Delage. Dans votre enfance, est-ce que l'on réussit à parler d'autre chose que d'entrepreneuriat autour de la table familiale? Et j'en tire d'ailleurs cette remarque du livre de votre mère, Marie Tapie, livre qui s'appelle Tapie comme Bernard aux éditions Presse de la Cité, où on apprend d'ailleurs un Bernard Tapie intime, un Bernard Tapie qui adore cuisiner et qui adore réunir sa famille. Alors on parle beaucoup de choses à cette période-là. Est-ce qu'on parle d'autre chose en revanche que d'entrepreneuriat, Louis Tapie? Écoutez, déjà merci de citer le livre de ma mère. Je vous invite tous à aller le commander aux Presses de la Cité. Pour connaître mon grand-père, je ne pense pas qu'il y ait un témoignage aussi fidèle que celui de ma mère. Pour répondre à votre question. Oui, c'est vrai. C'est effectivement un livre très intime, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup de livres sur votre grand-père. Oui. C'est le seul qui raconte le Bernard Tapie de l'intérieur. Absolument. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y avait autre chose que l'entrepreneuriat? Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne pense pas qu'on m'ait forcé ce métier, qui est un métier, l'entrepreneuriat, dans ma vie. Je pense que c'est un choix que j'ai fait librement et que je l'ai fait par, j'ai pas envie de dire idolâtrie, mais parce que je voyais la passion qu'y mettaient mon grand-père et mon père
on parlait de tout autour de la table. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré à vouloir débattre plus tard. C'est le fait qu'on pouvait parler de politique, de philosophie, de littérature et aussi d'entrepreneuriat. Bernard Tapie, c'est un homme aux 1000 vies. Est-ce qu'il y a un souvenir, une anecdote rapidement spontanée qui vous revient sur lui ? L'anecdote qui me parle le plus, c'est quand je me disputais avec ma sœur et qui nous a toujours répété, sans cesse, que la famille, ça doit primer avant toute chose et que peu importe la raison de la dispute, ça devait passer et aller au-delà d'une simple dispute car on était la famille et un clan. Alors quand on s'appelle Louis Tapie, on continue la lignée familiale. Est-ce que c'est plus facile d'ouvrir des portes ou plus difficile de prouver sa propre valeur ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de comparaisons aussi, forcément, avec votre père et votre grand-père. Alors Thomas, ça serait malhonnête par exemple de dire que si je suis ici aujourd'hui, mon nom n'y fait pas partie. Ce n'est pas par mon propre mérite totalement, c'est aussi parce que vous connaissez bien mon père qui est venu sur cette émission, et bien sûr que ça ouvre des portes. Si je n'avais rien fait de ma vie, je ne serais pas là non plus, tout autant. Mais est-ce que ça en a refermé aussi ? Oui, sûrement. Parce que bien sûr, certaines personnes, pas de ma génération, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes de votre génération, ou même un peu plus jeunes, portent un jugement vis-à-vis de lui, obligatoirement. Donc est-ce que c'est un jugement positif qui va m'ouvrir des portes ou un jugement négatif qui va m'enfermer ? C'est 50-50, je ne pourrais pas vous dire. Mais bien sûr qu'il y a des attentes vis-à-vis de moi, et bien sûr qu'il faut y répondre. Mais est-ce que je veux faire Bernard Tapie bis ? Non, je veux être Louis Tapie Prime. Alors on va en parler de Louis Tapie dans un instant, mais justement dans une famille où les succès ont été spectaculaires, et ils ont été effectivement très nombreux, mais où les épreuves ont aussi été très médiatisées. On les a tous en mémoire, on ne va pas revenir dessus. Qu'avez-vous appris, vous, de l'échec justement que votre famille a dû vivre et dans lequel vous avez dû grandir ? Je pense par exemple à l'histoire OM Valenciennes, je pense à son séjour en prison, ça, je pense à tout ça. Alors, oui, mais justement, vous l'avez entendu, vous l'avez vécu à travers votre père. Moi, ce que j'ai vécu, c'était l'injustice qu'il a vécue avec le fisc français et avec parler de l'affaire Adidas. L'affaire Crédit Lyonnais, exactement. Lyonnais. Ça, je l'ai vécu. Et donc oui, quand j'étais plus jeune, on a joui de l'arbitrage, du premier arbitrage qu'il avait gagné. Ouais. Et ensuite, tout a été enlevé. Et donc pour moi, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver personnellement, parce que justement, ça m'a fait goûter un petit peu, très rapidement, parce que j'étais quand même très jeune, est-ce que c'était un monde où on est dans l'opulence totale, mais c'est pas exactement ce que je désire personnellement. Parce que je sais que ça a attiré énormément de regards, et énormément de jalousie, énormément de mépris. Et donc c'est pas du tout une chose que je veux répliquer. Moi je veux une vie confortable, bien sûr, et c'est pour ça que je veux réussir dans l'entrepreneuriat, mais je ne veux pas non plus avoir un bateau de 84 mètres. Alors Louis Tapie, vous faites le SCP, mais vous avez fait une année de césure actuellement. Vous avez fait la même école d'ailleurs que votre père, qui était sorti 4e sur 6 000 étudiants. Je parle de Laurent Tapie au concours d'entrée, et qui était très fier d'ailleurs de le dire à son père, qu'il était le premier de la famille à entrer dans une grande école de commerce. Mais la réponse de Bernard Tapie, votre grand-père, ne s'est pas fait attendre. Je le cite, « Tu devrais te calmer », dit-il à Laurent, « les écoles de commerce, j'y donne des cours ». Dit votre père quand vous avez intégré le SCP. Il était très content parce que si j'ai candidaté à l'ESCP, c'est la seule école pour laquelle j'avais candidaté. C'était justement parce que mon père m'inspire énormément, et des fois on veut aussi un petit peu répliquer ce qu'a fait son père. Et donc il était très content de le savoir. Votre père ici à votre place il y a quelques mois disait qu'il croyait beaucoup aux gènes de l'entrepreneur. Est-ce que c'est une vision partagée ? Je pense que ça aide d'avoir des modèles. Je suis tellement privilégié d'avoir des gens comme mon père, qui est mon modèle numéro 1 dans sa force de travail. On peut penser que c'est mon grand-père, mon modèle numéro 1, mais pour moi, c'est vraiment mon père, parce que je le vois en construction. Oui, il a déjà réussi. Il a déjà réussi, mon père. Mais là, il est en train de construire un empire avec de l'âge, typiquement. Et le voir construire cet empire, ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, m'inspire à travailler, plus qu'à vouloir simplement répliquer. Louis Tapie, assez parlé de votre famille. Parlons de vous un instant, justement. Vous avez créé Rhétoricart. Non compliqué, c'est l'art de convaincre. Pour quelle raison avez-vous créé ça en quelques mots ? Alors on a créé la société Speak Elite, donc la fondatrice de Rhétoricart, il y a à peu près 2 ans. Et je l'ai créée après avoir constaté un vrai besoin, un vrai manquement dans le système d'éducation dans lequel j'étais. Au-delà de seulement le mien. Car j'ai fait... c'est les débats publics, c'est l'art de la rhétorique, c'est l'art de l'éloquence. C'est ça le fond de votre sujet. C'est ça. Si vous me permettez, j'aimerais juste mettre 30 secondes de contexte. Donc j'ai quand même eu le privilège d'aller à l'école Jeanne Emmanuel, un des meilleurs lycées privés internationaux de France. Et c'est là-bas, en fait, on nous apprenait à être des leaders de demain. En gros, vous allez être les dirigeants, vous allez être des politiques, des businessmen. Sauf que là-bas, on nous a
Prenez absolument pas à être des leaders, plutôt à être des moutons. Je ne mâche pas mes mots là-dessus. Quand on vous apprend à faire des bonnes présentations, à bien répéter ce que dit le professeur, je ne pense pas que ça vous apprend à être un penseur. Quand on vous empêche de débattre et de remettre en question le professeur, ça vous empêche d'être un penseur. Donc ça, je l'ai constaté très rapidement et j'ai trouvé ça scandaleux que des élèves dans ma classe avaient maintenant peur de s'exprimer et de contredire ce que disait le professeur. Donc j'ai dit, le débat doit revenir et doit être à l'ordre du jour. Donc on a créé, dès mon entrée à l'ESCP, Rhétoricart, un jeu qui vous apprend à débattre sur des vrais sujets. Ce jeu, vous l'avez amené, on l'a avec nous. Ouais. Je le reprends des mains de Maxime pour le montrer à la caméra, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux. Bon, en fait, c'est un jeu de cartes. Hein. Concrètement, je vais faire le pitch à votre place, si vous le permettez. Rapidement, vous avez un thème et vous avez l'opposé au verso du thème. Alors, comme on est dans une période très footballistique et très rugby également, j'ai tiré une carte au passage. Le rugby, c'est mieux que le football, et d'autre côté, le football, c'est mieux que le rugby. Ça alimente des discussions, et à partir de là, on doit créer ses argumentaires et les défendre face à d'autres personnes. Est-ce que j'ai bien raconté l'histoire ? Vous l'avez parfaitement raconté. Donc, Rhétoricart, comme vous l'avez très bien dit, il y a un côté en faveur, un côté en défaveur du sujet présenté. Il y a 40 sujets à l'intérieur. Et à chaque fois, il y a 5 arguments. Parce qu'en fait, ce qui est dur pour vraiment exceller à l'oral, c'est pas d'avoir un bon vocabulaire, c'est pas d'avoir forcément une très bonne culture, mais c'est de savoir organiser ses pensées. Vous voyez là que vous me posez une question, j'ai 10 000 pensées, comment je fais pour les trier, laquelle je mets en avant. C'est exactement ça, vous avez 5 arguments, comment est-ce que vous allez faire pour les mettre en avant? Alors on verra dans un instant avec notre consultant justement l'art de l'éloquence, mais bon, votre jeune société quand même est déjà valorisée 1 million d'euros, vous avez levé 100 000 euros. Oui, les gènes de l'entrepreneuriat, les gènes de la famille sont bien en vous a priori. Je dois vous faire une confidence, si je fais Speak Elite, ce n'est pas pour m'enrichir. Et d'ailleurs, tout cet argent-là, moi-même, j'ai investi beaucoup d'argent personnel à travers des petits boulots. Hein. Je suis très jeune, donc j'ai jamais eu d'expérience de salariat. Donc j'ai investi tout mon argent dedans et c'est pas pour m'enrichir que c'est fait cette entreprise. Et d'ailleurs mes investisseurs, je ne pense pas qu'ils investissent forcément pour s'enrichir. Sinon ils investiraient dans une entreprise start-up IA. D'ailleurs j'allais vous dire, si vous voyez un étudiant en école de co qui fait une entreprise hors IA, vous devez avoir une alarme normalement qui sonne dans votre tête. Moi j'ai décidé de le faire parce que c'est un vrai idéal de société que j'ai voulu faire avec ce jeu de cartes, de rendre le débat démocratique pour tout le monde sur des vrais sujets. Ma dernière question, Louis Tapie, si Bernard Tapie pouvait vous voir aujourd'hui devenir l'entrepreneur que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent? Tu devrais te calmer, j'ai déjà dirigé Adidas et plus d'une quarantaine d'entreprises, vous pensez qu'ils seraient extrêmement fiers de vous et ils vous pousseraient à devenir encore meilleur? Honnêtement, je sais ce qu'ils me diraient pour l'entrepreneuriat, parce que quand j'avais 14 ans et que j'avais fait un petit site de pêche, je suis un passionné de pêche, il m'avait déjà dit, peu importe, et à n'importe quel membre de la famille, il dira vas-y, peu importe ce que c'est. Mais la question que j'aimerais lui poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois encore à la France? Car pour un entrepreneur, savoir où entreprendre, c'est le plus important. Merci à vous. Merci beaucoup Louis Tapie d'être passé du côté d'Oser Entreprendre, et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur de Speak Elite, et comme l'a dit Thomas, en effet, on sent bien les gènes de la famille dans le discours. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour fermer cette première parenthèse économique, nous sommes avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre, et vous allez, Thomas, avec lui, nous parler d'éloquence dans l'entrepreneuriat. Oui Maxime, on va donner un prolongement justement à cet échange avec Louis Tapie. Alexandre, avoir une bonne idée ou un bon produit, selon vous, ça suffit encore pour réussir ou pas? Eh bien, plus vraiment, Thomas. Selon les données de LinkedIn, savoir communiquer est aujourd'hui la compétence professionnelle la plus demandée par les employeurs pour la 2e année consécutive. Dans l'entrepreneuriat, cela signifie qu'une bonne idée ne suffit plus. Il faut savoir la faire comprendre, la faire désirer et donc la faire adopter. Alors, vous dites donc que l'éloquence est devenue un véritable outil de croissance. Exactement. L'entrepreneur passe son temps à convaincre un investisseur de financer son projet, un client d'acheter son offre ou un collaborateur de rejoindre son aventure. La parole n'est plus un simple complément, c'est un levier stratégique. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs, Alexandre, ne sont pas des orateurs nés. C'est vrai. Mais l'éloquence n'est pas un don réservé à une élite. C'est une compétence qui se travaille. Les concours d'éloquence, le théâtre ou la prise de parole en public permettent d'apprendre à structurer sa pensée et donc à captiver son auditoire. Finalement, entreprendre, est-ce que c'est raconter une histoire? Absolument. Les clients n'achètent pas seulement un produit, ils adhèrent à une vision. Dans une économie où l'attention est devenue rare, celui qui sait transmettre son message possède un avantage concurrentiel considérable. En somme toute, l'éloquence n'est plus un art accessoire, mais une compétence entrepreneuriale essentielle, selon vous. Aujourd'hui, savoir s'exprimer, c'est souvent savoir convaincre et donc être armé pour entreprendre. Merci Alexandre. Et merci à vous, mon cher Thomas, qu'on retrouve donc dans un instant pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.